bienvenue à tous pour le séminaire Sandwich qui sera le dernier pour cette année académique. Donc, pour terminer, ce sera Pierre Chilis, professeur fraîchement retraité de l'Université de Mons, qui va nous parler de magnétisme sous un éclairage. Merci beaucoup. Donc, je prépare vos grandes vacances, c'est pas plus mal, quoi. Donc, on peut le prendre sur ce ton-là. Quand Gwendoline m'a demandé de préparer quelque chose, elle m'a dit qu'il n'y a jusqu'à présent pas eu trop de séminaires du midi qui ont été faits avec un aspect historique un peu développé, et elle m'a encouragé à me laisser aller à mon petit penchant qui déjà naturellement va dans cette direction-là, donc j'ai fait ça. Mais vous verrez quand même que ce que je vais plutôt essayer de vous proposer, c'est une espèce de petite excursion, de petite promenade, dans laquelle je vais aborder quelques idées successivement, aussi en suivant quand même quelque chose comme un ordre chronologique dans l'ordre de leur apparition, et donc des idées qui, chaque fois, me semble-t-il, sont des idées qui sont nées dans le contexte du magnétisme, mais qui ont eu un retentissement importants, qui ont joué le rôle, si vous voulez, de germinateurs pour des domaines qui étaient des domaines un peu différents ou un peu connexes. Donc on peut commencer avec simplement, si vous voulez, l'idée que le magnétisme est quand même en lui-même un phénomène connu depuis très très longtemps. La première boussole a été retrouvée, donc si vous voulez, c'est les archéologues qui ont trouvé ça en Chine, et elle a été datée du 1er siècle de notre ère. En fait, elle ressemblait à une espèce de cuillère, en fait en magnétite, posée sur un plat et qui indiquait la direction du nord. Au départ, c'était essentiellement un truc qu'utilisaient, je ne sais pas s'il faut dire, les chamans, les sorciers, les gourous, pour appuyer leurs prédictions, les prophéties qu'ils proposaient, mais assez rapidement, on s'est rendu compte quand même que ça pouvait avoir une autre utilité, notamment, évidemment, en matière de navigation. Alors, le terme, il y a deux thèses qui s'affrontent pour savoir d'où ça vient. Une qui est plus jolie que l'autre, je trouve. C'est la première. On disait que, dans la Grèce antique, le berger Maniès, donc vous voyez Maniès, magnétisme, le berger Maniès avait des souliers un peu ferrés, et à un moment donné, il sentait que c'était un peu bizarre quand il marchait, ça collait au sol, et bon, il a trouvé de la magnétite, donc on a dit que c'était effectivement ça l'origine du mot. L'autre explication est plus terre-à-terre, si j'ose dire, c'est simplement l'idée que dans une des régions de Macédoine qui s'appelle la Magnésie, on avait pas mal de dépôts de magnétite. Donc, essentiellement, les aimants naturels qu'on peut trouver, c'est des oxydes de fer et de titane, et on en trouve pratiquement dans toutes les roches. Alors, elle a été introduite chez nous en Occident par les savants et les marchands arabes, mais là aussi, si vous voulez, ça c'est des textes qui nous le disent, elle est utilisée, le premier usage qu'on en a retrouvé dans les textes concerne donc pour la navigation les marins européens, et ça date de 1187. Alors, l'étymologie française, boussole, ça c'est de l'italien en fait. Hein. Bussola, c'est une petite boîte. Donc on disait une petite boîte parce que c'était la petite boussole qui permettait de s'y retrouver. Alors, très vite, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait des idées, des effets qui étaient assez étonnants. Hein. Donc, l'effet dipolaire, je reviendrai dessus parce qu'il a joué un rôle important. C'est l'idée, si vous voulez, que bon, il y a un pôle nord et un pôle sud à un aimant, et on se rend compte qu'effectivement, ça ne joue pas le même rôle. Mais chaque fois qu'on essaye de les séparer, patatras, ça ne marche pas, évidemment. Hein. Vous prenez un aimant, vous le cassez en deux, vous espérez avoir dans la main gauche le pôle nord et dans la main droite le pôle sud, et en fait, vous vous retrouvez avec deux aimants, chacun doté d'un pôle nord et d'un pôle sud. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'effet dipolaire. Son intensité est inégale. Elle dépend de l'endroit où on se trouve. Il y a aussi des variations temporelles qui sont assez vite appréciées. Et le premier, si vous voulez, qui a vraiment proposé une première approche qu'on peut qualifier de scientifique, c'est quelqu'un que je trouve impressionnant, qui est William Gilbert, qui est un Anglais, qui vivait de 1544 à 1603, qui a publié un bouquin qui s'appelle De Magnete, et dans lequel il dit clairement que la Terre est un grand aimant. À l'époque, si vous voulez, il y avait quand même pas mal de discussions à ce sujet, parce qu'on savait évidemment que la boussole pointait vers le nord. C'est évidemment ça la raison qui a permis de s'en servir comme un instrument de navigation. On savait qu'elle pointait vers le nord,
Mais pourquoi? Mais il y avait une des thèses qui était proposée, c'était qu'elle était directement attirée par l'étoile polaire. Donc on a retrouvé des textes dans lesquels on pensait vraiment qu'il y avait une interaction directe entre l'étoile polaire et la direction de la boussole. Bon, c'est évidemment, on n'avait pas une idée très précise des distances, mais quand même, ça c'est vraiment une influence à très très grande distance, évidemment. L'autre thèse qui à un moment donné a été défendue aussi, c'était que loin dans le nord, là, loin on ne savait pas trop, on n'allait pas trop souvent, mais du côté du Groenland, on pensait qu'il y avait une grande montagne très très magnétique et que c'était vraiment cette montagne pleine de magnétite qui attirait le pôle nord de l'aiguille. Donc là aussi, le premier, si vous voulez, qui change cette idée, qui propose vraiment l'idée que c'est la Terre elle-même qui est un grand aimant, c'est Gilbert. Alors je n'ai quand même pas résisté au plaisir de vous mettre une petite image. Je trouve toujours ces savants du XVIe, XVIIe siècle avec leurs superbes chapeaux, ils méritent quand même le coup d'œil, hein, la collerette aussi. OK. Alors, j'avance quand même un peu en disant, si vous voulez, à terme, évidemment, je vais arriver vers l'électromagnétisme, mais au départ, c'est deux choses qui sont quand même séparées. Alors, ce qui est amusant, je trouve, c'est que la connaissance expérimentale du magnétisme, comme je viens de vous l'expliquer, même s'il n'a pas été étudié tout à fait précisément, la connaissance expérimentale du magnétisme, elle est ancienne, elle remonte à l'Antiquité. L'électricité, beaucoup moins, évidemment. L'électricité, et pourtant, l'électricité a été théorisée. À partir du moment où on a vraiment commencé à s'y intéresser, les progrès en matière de théorie scientifique portant sur l'électricité ont été beaucoup plus rapides que ceux qui concernent le magnétisme. Alors, je pense que l'explication est assez simple. Si vous voulez, si vous y réfléchissez un peu, aujourd'hui, évidemment, l'électricité, c'est commun. OK, si vous pensez vraiment à l'électricité directement dans la nature, ça, c'est moins évident. Hein. L'électricité directement dans la nature. La première chose à laquelle on peut penser, c'est la foudre. Il y a eu quelques audacieux qui ont bien essayé de voir vraiment comment ça se passait, mais c'est quand même pas vraiment un sujet expérimental, un sujet d'observation facile à maîtriser. Donc, alors on peut dire aussi, l'autre aspect, si vous voulez, c'est auquel on a un accès relativement direct, et c'est bien sûr par là que ça s'est développé, les théories de l'électricité, c'est plutôt l'électrostatique. Mais même l'électrostatique, il suffit de réfléchir un tout petit peu aujourd'hui. Quand on essaye le plus souvent de montrer des petits effets électrostatiques très qualitativement, moi il me semble que, par exemple, je frotterais volontiers avec mon polaire, ou vous prenez une latte. Enfin, je veux dire par là que bien des substances qu'on utilise aujourd'hui pour mettre en évidence des effets de type électrostatique sont plutôt des matériaux modernes, des matériaux de synthèse. Alors, il y en avait évidemment quelques-uns, mais beaucoup, enfin, le verre, hein, on frottait le verre, la résine, mais il n'y avait pas tellement, si vous voulez, de substances naturelles qui manifestaient immédiatement et facilement un effet de type électrostatique. Donc, OK. Alors, je reviens quand même au magnétisme en disant, pendant très longtemps, ça a été vraiment l'archétype de la question de l'action à distance. Alors, dès que Newton a commencé à mettre au point la gravitation, on a pensé à pesanteur. Alors, je me suis aussi posé la question, mais comment ça se fait que c'était vraiment, chaque fois qu'on voulait, dans tous les textes si vous voulez, chaque fois qu'on voulait trouver un exemple d'action à distance, c'était comme un aimant. De manière évidente, on voit bien qu'un aimant agit sur une aiguille aimantée qui ne lui est pas accolée, à une petite distance. Alors, je pense qu'il faut remonter effectivement à la vision aristotélicienne du monde, dans laquelle la pesanteur n'était pas présentée comme une interaction. Dans la vision aristotélicienne, si vous voulez, les objets tombaient parce qu'ils étaient prédestinés à tomber, parce qu'ils avaient une place naturelle vers laquelle ils avaient envie, avec tous les guillemets du monde, si vous voulez, hein, dans laquelle ils se sentaient bien. Enfin. Donc les objets avaient une tendance naturelle à occuper les positions les plus basses. Et c'est comme ça qu'on décrivait l'effet de la pesanteur, et donc du coup, évidemment, on faisait l'économie de l'idée qu'il fallait passer par une interaction, une force, quelque chose qui dirigeait les objets dans cette position. Par contre, évidemment, pour le magnétisme, cette tendance n'existait pas. Donc pour le magnétisme, dès qu'on a parlé du magnétisme, dès qu'on a vu comment il fonctionnait, il y avait vraiment l'idée que c'était l'exemple type d'action à distance. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit. On a assez vite théorisé l'électricité. C'est Benjamin Franklin qui a le premier proposé vraiment l'idée qu'il existait un fluide, disait-on à l'époque, qui pouvait être présent
ou qui pouvait manquer, et donc, à partir de là, si vous voulez, on pouvait imaginer une approche de type algébrique avec une charge positive et une charge négative. Alors, on a essayé la même chose avec les aimants, mais très vite, là, je vous ai déjà dit il y a un instant qu'il y avait l'effet dipolaire qui a obligé, si vous voulez, de construire la théorie un peu différemment, en skippant, en passant au-dessus, si vous voulez, du premier niveau, qui était le niveau monopolaire. Mais sinon, c'est vrai que le développement des théories du magnétisme s'est fait tout à fait en calquant, en copiant les théories qui avaient été proposées pour l'électricité. Alors, on avance évidemment vers l'électromagnétisme. Ok, petite idée toujours simple, ça je suppose que ça fait partie de tous les cours qu'on vous a proposés à l'une ou l'autre occasion. Un courant est un aimant, c'est une découverte qui est due à Ørsted en 1820. Et alors, Ampère a une idée que je trouve a posteriori, si vous voulez, tout à fait géniale pour expliquer le caractère dipolaire des aimants, avec le petit schéma que j'ai été piqué dans le Keynès-Sternheim ici. Si vous voulez, il imagine qu'à l'intérieur d'une substance, on puisse trouver des microcourants. Les microcourants sont dessinés ici en carré, je ne sais pas si vous voyez jusqu'au bout, avec l'idée immédiate que chaque fois, si vous prenez un morceau à l'intérieur, donc dans le bulk, si vous voulez, de votre substance, les courants s'annulent. Donc il n'y a pas véritablement de courant présent à l'intérieur parce qu'ils se compensent mutuellement. Par contre, évidemment, le seul endroit où ils ne se compensent pas, c'est sur les bords. Et c'est effectivement ce courant de bord qui assure, si vous voulez, la magnétisation. Alors évidemment, si on voit ça comme ça, c'est clair que le pôle nord, il est vers vous, le pôle sud, il est de l'autre côté. Ben, le pôle nord et le pôle sud sont par rapport au dessin, si vous voulez, exactement comme le recto et le verso d'une feuille de papier. Et le recto et le verso d'une feuille de papier, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'arrivez évidemment jamais à les séparer. Ou bien vous déchirez votre feuille en deux, et vous avez deux demi-feuilles qui ont chacune un recto ou un verso, ou bien vous vous amusez à dire « je vais la couper autrement ». Je vais, avec beaucoup de difficultés éventuellement, la couper dans le sens de l'épaisseur. Je ne crois pas qu'on aurait pu le faire facilement à l'époque dont on parle ici, mais ça ne fait rien, on essaye. Mais ça ne change rien conceptuellement, évidemment. Même si vous la coupez dans le sens de l'épaisseur, les deux morceaux que vous avez recueillis ont encore chacun un recto et un verso. Donc, cette idée est tout à fait jolie et intéressante, avec évidemment immédiatement la question, je trouve, centrale qui se déplace. Parce que si on suppose qu'il y a des microcourants dans les substances et que ça explique l'aimantation, je trouve que la question devient bien plus, mais comment ça se fait qu'il y a des substances qui ne sont pas aimantées? Pourquoi il n'y a pas des microcourants de ce genre-là partout? Donc, les réponses sont venues après, mais donc, première idée, c'est celle-là. Alors, on vient assez vite à l'idée de champ, je me suis amusé à montrer deux, je ne sais pas si on voit. En fait, ça, c'est une photo qu'on a fait en haut, avec un aimant en cylindrique et de la limaille de fer. Donc, c'est l'idée des champs, qui a été tout à fait mise en avant par Faraday. Seconde image, si vous voulez, qui est exactement destinée à montrer la même chose, mais avec ces petits appareils où il y a des toutes petites boussoles, des petites aiguilles aimantées, et on voit aussi les lignes se mettre en évidence. Alors, en fait, j'en viens ici à une partie qui est probablement un peu plus originale. Celui qui a vraiment... Donc, le premier qui a pensé en termes de champ, c'est Faraday. Et celui qui a théorisé ces champs, c'est Maxwell. Ça, je suppose qu'on a dû vous le dire souvent. Alors, il n'y a pas très longtemps, pour un séminaire d'histoire et de philosophie des sciences, j'ai été amené un tout petit peu à regarder vraiment la manière dont Maxwell avait raisonné pour arriver à ses conclusions, et c'est tout à fait surprenant. En fait, Maxwell prend tout à fait au sérieux l'existence des lignes de champ, au point qu'il pense son espace comme fibré. Donc, en quelque sorte, si vous voulez, ces lignes, il y croit. Ou en tout cas, il les prend comme hypothèse de départ. Alors, en se disant, la ligne de champ, elle joue, si vous voulez, de manière à induire dans ces lignes de champ, donc les interactions présentes induisent une tension. Alors, vous pensez à un câble, et le câble lui-même, si vous voulez, s'il est tendu, chaque élément du câble est soumis à une force d'attraction de la part de ses voisins. Donc, vous avez une force qui tire vers l'extérieur. Donc, de l'élément que vous considérez vers son extérieur, dans le sens des lignes de champ. OK. Il dit par contre, évidemment,
Si vous vous baladez perpendiculairement aux lignes de champ, là, il n'y a aucun effet qui est visible. D'où l'idée que la pression qui règne dans son fluide, alors son fluide c'est l'éther, la pression qui règne dans son fluide est tout à fait anisotrope. Et elle est plus faible dans les directions des lignes que perpendiculairement. Plus faible parce qu'elle est diminuée de la tension qui est présente dans ces lignes de champ. Alors, comment est-ce qu'on pourrait expliquer dans un fluide a priori supposé isotrope la présence d'une pression anisotrope? Eh bien, la réponse, c'est en imaginant des tourbillons autour de ces lignes. Et il travaille vraiment, si vous voulez, en mécanique des fluides, en imaginant, en appliquant par exemple le théorème de Bernoulli, et en voyant que la pression, si vous voulez, se compense avec l'énergie cinétique du mouvement le long des tourbillons. Et donc là où ça va vite, la pression est moindre, là où ça va lentement, la pression est plus grande. Et donc, de cette manière-là, il arrive à imaginer une pression anisotrope. Donc, OK, on prend l'idée des tourbillons, et ces tourbillons eux-mêmes, si vous voulez, sont associés aux lignes de champ. Alors, étape suivante, ça c'est le petit schéma que j'ai mis là. Vous imaginez des lignes de champ en 1 et 2 qui sont perpendiculaires à l'écran, et pour un champ homogène, vous devez à ce moment-là imaginer que les tourbillons sont parallèles, puisque le champ est le même, si le champ est homogène. Alors, comme il pense vraiment à un fluide, il se dit, oui, mais au milieu, ça frotte. Alors, on ne voit pas ce frottement. Il n'y a pas de dissipation d'énergie par frottement. Alors, qu'est-ce qu'il imagine? Il imagine un modèle roulement à billes, avec une petite bille au milieu, qui est entraînée, et si vous voulez, qui tourne en sens inverse, de manière qu'elle élimine le frottement entre les deux tourbillons qui sont présents là. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est cette petite bille chez Maxwell? C'est ce qui préfigure les électrons. Parce qu'en fin de compte, il dit, le courant électrique apparaît dès que ces petites billes qui sont présentes pour éviter les frottements sont présentes. Donc, OK, je trouvais que c'était vraiment assez étonnant. Et je viens maintenant quand même au-delà, au problème d'aimantation. Bon, OK, typiquement, si vous voulez, troisième étape de mon petit voyage, les trois types de magnétisme, je vais quand même pas vous faire un cours là-dessus. Dia, para-ferro, avec l'idée qu'en champ nul, les substances dia et paramagnétiques présentent une magnétisation nulle, un moment magnétique nul. Par contre, même en champ nul, les systèmes ferromagnétiques présentent une magnétisation spontanée. Ça, c'est dans les grandes lignes et vraiment à la grosse louche. Remarquez, on peut trouver une explication dans le modèle d'Ampère, hein, en disant essentiellement le diamagnétisme, il s'applique à des corps qu'on ne pense pas comme magnétisés d'ordinaire. Par exemple, typiquement, je ne sais pas, un bout de bois. Hein, donc on ne pense évidemment pas que c'est magnétisé. Eh bien, l'idée, c'est à ce moment-là, si vous voulez, qu'il n'y a pas de courant. Quand je dis qu'il n'y a pas de courant, c'est un peu trop brutal, mais si vous voulez que les courants se compensent, que vous en avez deux qui tournent en sens inverse autour d'un même centre, donc fondamentalement, le modèle est tel que pour le diamagnétisme, on imagine qu'il n'y en a pas. Par contre, pour le paramagnétisme, il y a ces microcourants, mais ils sont désordonnés. Et donc, dans la mesure où ils sont désordonnés, il n'y a pas, si vous voulez, de résultante en termes de moment magnétique. Et enfin, l'autre situation, la troisième, le ferromagnétisme, dans le cadre du modèle d'Ampère, s'explique par le caractère ordonné des microcourants qui sont présents un peu partout. OK. Alors on avance et on en vient, si vous voulez, à une discussion qui est, elle, donc vous voyez que je balaye vraiment en me baladant très rapidement. Maintenant, on arrive au XXe siècle. Et en fait, si vous voulez, la première grosse critique des explications classiques est due à Bohr et Van Leeuwen, qui ont établi un théorème, qui ont démontré un théorème. Le théorème est assez simple à exprimer. La physique classique est incompatible avec le diamagnétisme et le paramagnétisme. Ou autrement dit, si vous voulez, on peut montrer par un raisonnement de physique classique qu'il ne peut pas y avoir de substance diamagnétique ou paramagnétique. Alors, il y a une démonstration relativement sophistiquée, en mécanique statistique, qui revient à montrer que la vitesse moyenne de déplacement des particules qui sont censées provoquer les microcourants doit être nulle, mais il y a un raisonnement très qualitatif qui permet d'arriver au résultat. En fait, si on impose un champ magnétique qui agit sur des particules chargées, OK, la force qui agit, c'est F égale QV croix B. Donc, elle ne travaille évidemment pas par définition, puisque
le travail, c'est le produit scalaire de la force fois le déplacement. Le déplacement lui-même est parallèle à la vitesse. Donc, effectivement, on a bien deux vecteurs qui sont mutuellement perpendiculaires. Donc, la force magnétique ne travaille pas. OK. D'autre part, l'énergie magnétique liée au couplage entre un champ magnétique extérieur et une substance magnétisée est tout simplement donnée par le produit scalaire du moment magnétique par le champ qu'on lui impose. OK. Alors maintenant, vous commencez, vous dites, au départ, je suis en champ nul. Donc si je suis en champ nul, l'énergie est nulle. D'accord. Et puis, donc, je suis en champ nul, l'énergie est nulle, et par ailleurs, pour une substance d'IA ou para, en champ nul, il n'y a pas de magnétisation, donc le moment magnétique est égal à 0. OK, donc E égale 0, et je pars de cette situation-là. Et puis j'allume mon champ. Si j'allume mon champ, évidemment, je rends B différent de 0, mais en allumant le champ, il n'y a pas de travail qui est apporté. Donc, a priori, l'énergie ne peut pas changer. S'il n'y a pas de changement d'énergie, alors que B devient différent de 0, c'est que mu doit rester nul lui-même. Donc, effectivement, vous partez d'un champ nul, vous allumez le champ, et vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à expliquer comment une force qui ne travaille pas peut modifier l'énergie de votre système. OK, donc, première idée. En fait, il y a même, si vous voulez, un petit schéma qui a été proposé pour montrer qu'en effet, si on prend au sérieux le schéma d'Ampère, on peut aussi, si vous voulez, contrer l'argumentation en disant, voilà, ici ils sont dessinés en rond plutôt qu'en carré, mes petits courants, mais si on suppose que les microcourants sont dus à l'effet de la présence d'un champ magnétique qui fait que les particules chargées se mettent à tourner, quand elles arrivent au bord, elles rebondissent. Et si elles rebondissent au bord, si vous voulez, elles annulent le courant de surface. Donc, même idée, si vous voulez appliquer au schéma d'Ampère, il n'y a pas moyen d'expliquer le paramagnétisme et le diamagnétisme de manière classique. En passant, si vous voulez, je trouve cette idée, je sors un peu du domaine du magnétisme, pas trop longtemps, pour dire que j'ai un peu envie de rompre une lance contre une idée commune qui est souvent avancée. Cette idée, c'est l'idée que la mécanique quantique concerne le monde microscopique, et quand on parle du monde macroscopique, la physique classique fonctionne bien. Je pense que c'est vraiment pas juste de dire ça. Enfin, pour le dire autrement, c'est clair qu'il y a eu un morceau de l'affirmation qui me paraît correct, qui est le monde microscopique, évidemment. C'est comme ça que la mécanique quantique est née, a évidemment besoin de la mécanique quantique pour trouver des théories qui soient cohérentes. Mais si vous pensez, par exemple, à ce que je viens de vous dire, ben, c'est clair évidemment que la présence d'une aimantation et des phénomènes comme le paramagnétisme ou le diamagnétisme, c'est évidemment des phénomènes macroscopiques. Je veux dire, on n'a pas besoin, pour constater qu'une substance est paramagnétique ou diamagnétique, on n'a pas besoin d'aller explorer la matière dans son intimité. Donc on peut en effet, si vous voulez, associer à un phénomène macroscopique comme celui-là une théorie de type quantique. Deuxième exemple qui me paraît tout aussi important, dès qu'on a, enfin, l'existence même de corps solides, je pense qu'elle est complètement inexplicable en dehors de la mécanique quantique. Donc, ça me paraît ça me paraît tout à fait clair quand on regarde les théories du solide. Bon, de là à dire que l'existence d'un corps solide est un phénomène microscopique, ça me paraît quand même un peu audacieux. Je veux dire, je l'ai sous la main et c'est évidemment un effet complètement macroscopique. Donc voilà, je trouve qu'en général, ça vaut la peine de faire attention à ce genre de choses-là. On peut peut-être nuancer en disant que cette nécessité d'invoquer des théories quantiques pour expliquer des phénomènes macroscopiques, elle apparaît évidemment d'autant plus nettement qu'on prend en compte les théories de la matière, les théories modernes, je veux dire à ce moment-là, à propos, quand je dis que c'est incompatible, c'est en imaginant des images où la matière est atomique et moléculaire, évidemment. Hein. Si on se place en deçà, en amont de ça, là, évidemment, on peut s'en tirer. OK. Alors, qu'est-ce que j'avais dit avant? Voilà, paramètres d'ordre et transition de phase. Oui, je crois que je vais m'en tenir, je vais arriver à peu près à respecter les délais. En fait, ça c'est une idée tout à fait nouvelle, en disant, enfin oui, une idée nouvelle et importante à propos de l'analyse des transitions de phase et à propos de l'introduction de ce qu'on appelle le paramètre d'ordre. En fait, les transitions de phase, de manière générale, on peut les analyser comme une modification de symétrie.
Par exemple, quand vous imaginez une transition de type solide-liquide, ben c'est clair que le système en lui-même ne présente pas les mêmes symétries selon qu'il est en dessous de la température critique ou au-dessus. Un cristal n'a pas les mêmes symétries qu'un liquide. Alors, on peut dire ça tout simplement. Je pense juste un mot pour dire le terme symétrie est évidemment utilisé ici dans un sens tout à fait précis, hein, c'est-à-dire c'est une transformation de l'espace qui laisse votre système invariant. Donc, vous prenez votre système, vous lui appliquez une certaine transformation de l'espace, éventuellement du temps aussi d'ailleurs, mais enfin, ici on pense plutôt aux transformations d'espace, et votre système se retrouve après la transformation indiscernable de ce qu'il était avant. Ben, effectivement, quand vous prenez un gaz ou un liquide, a priori, il est isotrope, et donc il présente une symétrie de type sphérique. Si vous prenez un cristal, ça n'est pas vrai, évidemment. Hein. Il y a les axes qui jouent un rôle tout à fait privilégié. OK. Alors, cette idée-là, qui est une idée évidemment importante, l'idée de modification de symétrie associée à une transition de phase, elle a été travaillée beaucoup par Landau. J'ai mis les années, 1908-1968. Je trouve qu'il n'a pas la place qu'il mérite dans l'histoire de la physique. Je trouve, de manière générale, si vous voulez, les grands noms qu'on cite dans l'histoire de la physique du XXe siècle, je ne sais pas, Einstein, Feynman, quelques autres comme ça, Landau est du même acabit, hein, moi je dirais. C'est un personnage aussi important. Il a aussi produit un peu dans tous les domaines. Et donc, c'est lui qui introduit l'idée d'un paramètre d'ordre. Alors, le paramètre d'ordre, c'est le paramètre qui caractérise, si vous voulez, la phase ordonnée. Alors, il apparaît très naturellement dans le cas du magnétisme. Dans le cas du magnétisme, le paramètre d'ordre, c'est le moment magnétique, ou si vous préférez, la magnétisation, qui est le moment magnétique par unité de volume. Donc, il apparaît de manière très naturelle. Landau a l'idée géniale, si vous voulez, de sortir du cadre du magnétisme et de se dire il est possible, pour toutes les transitions de phase caractérisées par une modification de symétrie, d'introduire un paramètre que je qualifie de paramètre d'ordre et qui est égal à 0 dans la phase la plus symétrique et qui ne l'est pas, qui devient différent de 0 dans la phase qui l'est moins. Donc là aussi, si vous voulez, c'est vraiment le domaine du magnétisme qui a servi de domaine modèle pour faire cette idée. Alors, il l'applique par exemple à une transition qui est une transition qu'on appelle de seconde espèce, dans laquelle il parle d'un cristal cuivre-zinc. Alors, a priori, si vous voulez, c'est un cristal centré. Le cuivre est situé au milieu, le zinc sur les sommets du cube. Remarquez, vous pouvez l'inverser, évidemment. Si vous décidez de placer... Vous pouvez faire le même dessin en disant que les croix sont le zinc et les ronds le cuivre, ça revient évidemment exactement au même. Mais donc, avec une différence entre le centre et les sommets, et puis quand on élève la température, les atomes commencent à se mélanger, et il y a un moment donné, si vous voulez, où on se retrouve dans un état symétrique, où le mélange est tel qu'on ne peut plus dire que le centre est occupé par le cuivre et les sommets par le zinc. Alors il introduit par rapport à ça, voilà, son paramètre d'ordre sur ce problème-ci. Il est défini comme je l'ai écrit là-haut, c'est-à-dire, là, vous avez WCU qui est la probabilité d'occuper un noyau par le cuivre, WZN par le zinc, différence divisée par la somme, et ça, c'est son paramètre d'ordre. Et en fait, si vous voulez, la théorie de Landau est une théorie dans laquelle il introduit ce paramètre d'ordre dans la définition de l'entropie, et il étudie très soigneusement comment l'entropie pourrait être exprimée en fonction de ce paramètre d'ordre, en sachant que état égal 0 correspond vraiment au point de transition. Alors, il différencie aussi par rapport à ça les transitions de première espèce et de seconde espèce. Celles de première espèce sont celles pour lesquelles la transition correspond à une discontinuité du paramètre en lui-même. Celles de seconde espèce, comme c'est le cas pour le magnétisme, c'est seulement la dérivée première du paramètre qui est discontinu lors de la transition. En passant, si vous voulez, il applique ça tout à fait aux travaux qu'il a menés sur la supraconductivité et pour lesquels il a eu le Nobel. Alors, idée suivante, qui est aussi une idée tout à fait intéressante, oui, je crois que je tiens à peu près les délais, c'est l'idée de champ moyen, toujours en mécanique statistique. Alors, l'idée de champ moyen, elle a été introduite pour comprendre la possibilité de l'existence d'une phase ferromagnétique. Alors, d'abord, on part, je l'ai fait de manière un peu plus formelle que ce que j'ai fait jusqu'à présent, on part de l'idée du couplage entre moments magnétiques
qui est définie par ce que j'ai appelé l'équation 1, donc une énergie qui est essentiellement ce qu'on appelle un couplage d'échange et qui est proportionnel au produit scalaire de spins situés sur des sites différents. Alors les spins, il y a identité dans le raisonnement que je poursuis entre spin et moment magnétique. Hein. L'identité passe simplement par le fait qu'ils sont mutuellement proportionnels l'un à l'autre avec comme rapport le rapport gyromagnétique. Donc les raisonnements sur les spins ou sur les petits moments magnétiques ne sont pas différents les uns des autres. Alors ce couplage est aussi un couplage de nature quantique. Hein. Donc si vous voulez, ce n'est pas une interaction de type électromagnétique habituelle. Hein. Le couplage entre des moments magnétiques en théorie de l'électromagnétisme, c'est un couplage de type dipolaire, qui décroît en 1 sur R³, des choses de ce goût-là. Ici, c'est un couplage qui est vraiment profondément imposé par le principe de Pauli et par la théorie quantique. Donc, je n'ai pas envie d'approfondir, mais donc, si vous voulez, on peut écrire l'énergie sous cette forme-là. Alors, j'ai simplement ici mis en évidence l'idée que la double somme sur les deux sites peut être séparée, une première somme et puis la deuxième, et puis en fait, on traite la deuxième somme comme un champ effectif. Jusque-là, aucune hypothèse, c'est un jeu d'écriture. Hein. Donc vous remplacez la parenthèse qui est là au-dessus par un champ effectif qui dépend de I, et à ce moment-là, l'énergie peut s'écrire directement comme un couplage produit scalaire entre le moment magnétique présent à I et ce champ effectif. Donc c'est juste une réécriture. Alors, là intervient l'idée, qui est une idée due à Pierre Weiss, théoricien expérimentateur du début du XXe siècle, qui dit, OK, je vais simplement m'arranger ici pour remplacer dans cette expression-ci le spin qui existe, ou le moment magnétique qui existe en chaque point, par sa moyenne. OK. Donc, ça, c'est l'idée de base qui permet de comprendre. Et donc, il aboutit à l'idée, évidemment, puisque la magnétisation elle-même est proportionnelle au champ moyen, entre une relation de proportionnalité entre ce champ moyen local et la magnétisation du système. Alors, petite photo en passant, j'aime bien aussi, de gauche à droite, Einstein, Ehrenfest, Langevin, Onnes et Weiss. On peut imaginer que peut-être ils étaient en train de discuter des choses dont on parle pour le moment. Donc, je reviens à mes moutons, B effectif proportionnel à la magnétisation. Alors, vous allez voir comment on fait tout de suite sortir, si vous voulez, très très simplement, à partir de là, l'idée qu'il peut y avoir une magnétisation non nulle spontanée. Alors, on part de l'idée que pour un système paramagnétique, la susceptibilité est le coefficient entre le champ qu'on applique et la magnétisation. Maintenant, le champ qu'on applique, c'est le champ extérieur, plus le champ local, plus donc le champ que subit réellement un spin, c'est le champ extérieur plus le champ local. OK. Le champ local est proportionnel à la magnétisation. Je regroupe 1 moins Q lambda, je divise, et donc j'aboutis à une magnétisation corrigée, parce que l'idée, c'est qu'effectivement, expérimentalement, ce qu'on observe, c'est la manière dont la magnétisation varie avec le champ qu'on impose de l'extérieur. Et vous voyez immédiatement que la nouvelle susceptibilité, c'est Q sur 1 moins Q lambda, et que cette susceptibilité qui était inversement proportionnelle à la température devient C, donc le C qui est au numérateur de Q, donc la susceptibilité inversement proportionnelle à la température absolue, et qui devient, si vous voulez, T moins Tc. En fait, c'est tout à fait simple comme calcul, et on voit que la discontinuité ou la singularité qui était en t égale 0 est déplacée, ne se trouve plus en t égale 0, mais en t égale Tc. Ce qui laisse évidemment la place pour une phase ordonnée, ferromagnétique, en dessous de Tc. Alors l'étape suivante, c'est de montrer effectivement qu'il y a moyen, dans cette phase-là, toujours avec le même raisonnement, d'expliquer le ferromagnétisme. Je le fais vite. En fait, il existe une magnétisation spontanée, et on la voit apparaître en faisant tendre B vers 0, B extérieur vers 0. Donc l'idée, c'est de montrer qu'il peut y avoir une magnétisation, même en champ nul. Alors, on a essentiellement deux équations à mettre ensemble. La première, c'est celle qui vous donne, si vous voulez, la loi qui permet de comprendre la magnétisation pour un corps paramagnétique. Alors, avec l'idée de la saturation et l'idée que ça part de 0, c'est cette courbe-ci. En fait, j'ai dessiné une courbe qu'on appelle la fonction de Langevin. Alors, d'autre part, si vous voulez, cette fonction de Langevin dépend d'un paramètre
qui est le rapport entre le couplage entre le moment magnétique local et le champ qu'on lui impose, divisé par la température. Ça, c'est pas trop compliqué en mécanique statistique. Donc, on a une fonction de cette variable y. Alors, on prend la définition de y et on la retourne, ce qui donne, si vous voulez, B effectif en fonction de y. Donc, on a une première équation qui est la magnétisation comme une fonction de Langevin, et puis on voit ici immédiatement, évidemment, que ce qu'on obtient comme équation, c'est celle d'une droite. Et celle d'une droite avec la température au numérateur. Alors voilà, petit graphique, fonction de Langevin, et la droite, elle peut être comme ça ou comme ça. Sa pente est variable, elle dépend de la température. Et on voit bien qu'à basse température, donc la température apparaît au numérateur ici, à basse température, les deux courbes se coupent. À haute température, si la pente est plus grande que celle de la tangente à l'origine, elle ne se coupe pas. Et donc, la transition se produit lorsque la température est telle que la droite est tangente à la courbe. Voilà. Et une manière d'expliquer, si vous voulez, la possibilité, simplement avec l'idée du champ moyen, de faire apparaître la possibilité d'un ferromagnétisme. OK, alors, je continue rapidement en disant quand même, cette idée, effectivement, est une idée tout à fait importante, et elle a joué un rôle majeur. Et là, j'ai vu qu'il y a au moins Terence, Thierry qui sont ici et qui pourront donner davantage de détails s'il faut répondre à des questions. En fait, cette idée de rupture, de brisure de symétrie, elle est présente dans les transitions de phase. Avec l'idée, si vous voulez, que le système qu'on étudie en phase ordonnée, donc en phase ferromagnétique, n'a pas les mêmes symétries que les interactions. Les interactions, si vous voulez, ne mettent pas en évidence un axe donné qui réduirait, si vous voulez, par exemple, dans le système ferromagnétique, les symétries à être de nature cylindrique autour de la direction en question. Donc il y a une différence entre la symétrie des interactions et celle du système comme on peut constater qu'il est. En fait, le modèle standard pour les particules élémentaires est construit sur des considérations exactement de ce genre-là. C'est plus compliqué et beaucoup plus abstrait parce que les symétries dont on parle sont notamment l'invariance de jauge et c'est des symétries qui concernent le Lagrangien qui est typique des interactions, mais on est bien, si vous voulez, dans une situation où les symétries jouent un rôle tout à fait central. Alors, pour aller très vite, cette invariance, c'est l'invariance de jauge en question, interdit d'introduire des termes de masse pour les bosons de jauge, ceux qui sont les vecteurs de l'interaction. Or, ces bosons ont une masse. Ça, c'est ce qu'on a pu observer notamment dans les accélérateurs. Et donc, je mets 3 grands points d'interrogation. L'idée du mécanisme de Braut-Engler-X, c'est la réponse à cette contradiction en imaginant l'existence du champ de Higgs et qui a comme conséquence, si vous voulez, que la masse n'est plus une propriété intrinsèque de la particule qui serait introduite dans le grand bestiaire de toutes les particules, mais plutôt une mesure de son interaction avec le champ de Higgs. Alors je vous dis, si vous voulez, je ne bluffe pas quand je dis ça, j'ai au moins entendu 3 fois Robert Braut expliquer que clairement, l'idée qu'il avait eue d'introduire ce boson de Higgs, il avait été la puiser dans le domaine du magnétisme. Alors, je termine simplement avec un tout petit complément qui est aussi intéressant du point de vue de ces questions de symétrie. En fait, c'est clair évidemment que quand vous imaginez la transition vers le bas, donc la température qui diminue, il n'y a pas de magnétisation dans votre système. Et puis vous arrivez à la température de transition et vous vous dites, OK, le système doit bien choisir une direction de magnétisation. Alors, comment il l'a choisi? En fait, si vous voulez, ça dépend des fluctuations qui peuvent se produire au moment de la transition et qui sont brutalement amplifiées. Ça, c'est une caractéristique typique des transitions de phase. OK. Alors, ce qui est amusant, je trouve, c'est de se dire que finalement, quand on voit vraiment la réalité des systèmes ferromagnétiques, j'ai sur ma page de conclusion, je termine de la manière suivante, mais je peux déjà vous la montrer. La symétrie sort par la fenêtre, sort par la porte et rentre par la fenêtre. En disant, de fait, si vous voulez, quand on prend des corps macroscopiques ferromagnétiques, on s'aperçoit qu'ils sont divisés en domaines. Alors, l'idée des domaines, elle est un peu représentée ici. Je ne sais pas si on voit suffisamment loin. Ça, c'est un barreau magnétisé. Il produit un grand champ à l'extérieur. En fait, s'il est divisé en 2 morceaux,
qui sont avec des moments magnétiques opposés, le champ à l'extérieur est considérablement réduit. Et plus il est divisé, plus il est réduit. OK. Alors, pourquoi ceci coûte de l'énergie? Essentiellement, il y a plusieurs manières de le dire, mais peut-être la plus simple, c'est de se dire qu'en fait, ce barreau, ici, si vous voulez, il est plongé dans un champ qu'on appelle démagnétisant et qui est contraire à la direction de sa magnétisation. Et évidemment, moins ce champ est important, moins cet effet sera important. Donc, cette configuration-ci coûte en énergie à cause de la présence du champ extérieur. OK. Par contre, évidemment, ici, la paroi, elle propose des moments magnétiques opposés, donc elle coûte aussi en énergie. Le premier effet est un effet en volume, le second effet est un effet en surface. Et donc, ça aboutit à la conclusion qu'il y a une dimension qui est telle que, en dessous d'une taille critique, l'effet de surface l'emporte, et donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus de division, et au contraire, au-delà d'un certain domaine, il y en a plusieurs. Alors, la division en domaine apparaît. Donc, première manière de... Ceci, évidemment, est un système dont la magnétisation globale est nulle. Donc, c'est en ce sens que je disais, la symétrie sort par la porte et rentre par la fenêtre. Alors, en fait, on peut aussi, si vous voulez, s'intéresser à ce qui se passe pour des particules beaucoup plus petites, telles qu'on est en dessous de la dimension critique. Ça, c'est des particules qu'on appelle super-paramagnétiques et qui ont beaucoup d'usages. Si vous voulez davantage de détails, il y a pas mal de gens qui peuvent vous expliquer là dans le fond. Ce sont des particules, si vous voulez, qui servent pour les agents de contraste en imagerie par résonance magnétique, qui sont éventuellement utilisés aussi pour le traitement de certains cancers par hyperthermie, et qui ont une caractéristique qui est, ce sont des tout petits monodomaines, donc fondamentalement ferromagnétiques, mais avec une particularité qui est ce qui fait rentrer la symétrie par la fenêtre, comme je le disais. Là, c'est le fait que si vous avez par exemple même un axe privilégié pour la magnétisation, en fait, la magnétisation saute sans arrêt du côté plus au côté moins sur cet axe. Et donc la moyenne temporelle de la magnétisation redevient nulle, simplement parce que le jump d'un côté à l'autre est suffisamment rapide pour que n'importe quelle mesure vous donne en fait une magnétisation nulle. Alors, ces genres de substances réagissent à la présence d'un champ extérieur en développant une magnétisation qui elle-même apparaît comme proportionnelle au champ. Donc c'est un comportement de type paramagnétique de ce point de vue-là, c'est linéaire dans le champ, mais on dit super parce que comme tous les moments qui constituent la particule en question de quelques nanomètres éventuellement, comme tous sont alignés et basculent simultanément, ça donne une susceptibilité qui est très très importante et beaucoup plus importante que celle des paramagnétiques ordinaires. Je crois que je n'irai pas plus loin. Donc, l'idée, si vous voulez, par laquelle je voulais terminer, c'est celle-là. Quand on contraint la nature, si vous voulez, par des considérations en énergie quand même à choisir, je trouve assez amusant de se dire que finalement, elle ne se laisse pas tellement contraindre que ça, et qu'elle finit par rétablir une situation dans laquelle elle élimine le choix en refaisant apparaître une moyenne nulle. Voilà. Merci beaucoup.